Dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Marcher le long d'un cimetière la nuit, de presser un petit peu le pas et de vous dire que ce mur, cette grille, cette allée de tombes plongée dans le noir. En plein jour, ça va, mais la nuit, c'est pas le même sentiment. Maintenant, imaginez que vous êtes gardien de cimetière à Paris en 1848. Ouais, je sais, il faut pousser un petit peu l'imagination. Votre boulot, c'est justement ça, surveiller les morts. Vous faites votre petit monde, vous vérifiez que tout est en ordre, que les tombes sont bien closes, que rien n'a été dérangé. Un métier tranquille, presque ennuyeux. Et puis un matin, vous arrivez sur les lieux et rien n'est à sa place. Une tombe fraîchement creusée, le cercueil ouvert, le corps sorti et le corps n'est plus vraiment un corps. Le ventre est béant, les entrailles ont été arrachées, étalées tout autour, comme une espèce de rituel. Et sur la dépouille, des traces qui ne laissent aucun doute sur la nature de ce qui vient de se passer là, dans le noir, pendant que vous étiez censé surveiller. Et ça s'est produit une fois, puis deux, puis 10, pendant des mois à Paris, sans que personne ne parvienne à mettre la main sur le responsable. Qui fait ça? La presse lui donne un nom. Un nom qui va traverser les décennies, le vampire du Montparnasse. Et pour l'attraper, les autorités vont finir par faire un truc absolument dément. Planquer une arme à feu déclenchée par un simple fil de fer à hauteur de mollet dans le noir d'un cimetière parisien. Un piège à loup, mais pour un homme. Et quand ce piège va enfin claquer, dans la nuit du 15 au 16 mars 1849, ce qu'on va découvrir derrière le visage du monstre va choquer bien plus que ses crimes, parce que ce n'est pas un déséquilibré hagard qu'on va trouver. C'est un jeune sergent de l'armée française, bien noté, cultivé, au visage, dit-on, doux et avenant. Asseyez-vous confortablement, prenez un verre. Ce soir, je vous emmène au cimetière du Montparnasse, sur les traces d'un homme si ordinaire en apparence qu'il a fallu une mitraille cachée dans la nuit pour révéler le monstre qui l'abritait. Alors, remontons le temps. Pas jusqu'au cimetière, pas encore. Il faut d'abord comprendre d'où sort cet homme, parce que, et vous allez vite vous en rendre compte, rien, absolument rien dans son parcours ne semblait annoncer ce qu'il allait devenir. François Bertrand naît le 29 octobre 1823 à Voisey, un petit village de la Haute-Marne. On est là dans la France rurale du début du 19e siècle, des fermes, des forêts, des hivers longs, une vie rythmée par les saisons et par l'église. Rien d'exceptionnel, sauf que l'enfance de François, elle, est décrite comme solitaire. Un gamin qui traîne seul dans les bois, qui s'éloigne du village, qui préfère la forêt aux autres enfants. Et c'est là dans ces bois qu'il fait ses premières expériences, si on peut appeler ça comme ça. Le jeune Bertrand trouve des cadavres d'animaux. Des chevaux morts, des chats, des chiens, des moutons abandonnés dans la nature. Et au lieu de s'en détourner, comme n'importe quel enfant le ferait, il s'en approche. Il les manipule, il assouvit sur eux ce que les médecins de l'époque appelleront plus tard des pulsions sadiques. On ne sait pas encore exactement ce qu'il fait à ces carcasses. Les sources ne le détaillent pas. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mais retenez bien cette image, un enfant seul dans une forêt de Haute-Marne qui prend goût à manipuler la mort. Parce que ce goût-là, il ne va jamais le perdre, il va simplement évoluer. Bertrand grandit, il devient un jeune homme instruit. On dit de lui qu'il est licencié en philosophie, ce qui, pour l'époque, dans une France où l'essentiel de la population est à peine alphabétisée, est remarquable. Il s'engage dans l'armée et là, tout le monde s'accorde. C'est un bon soldat, discipliné, apprécié de ses supérieurs, jamais un incident, jamais un rapport négatif. Le genre de sergent dont on dit qu'il fera une belle carrière. Sauf que Bertrand lui-même racontera plus tard, et on va y revenir en détail, que quelque chose se déclenche en lui vers 1846, peut-être 1847. Des maux de tête.
des palpitations, une sensation qu'il ne sait pas nommer, une tension qui monte et qu'il ne parvient pas à évacuer. Et puis un jour, lors d'une simple promenade à la campagne avec un camarade de régiment, près de Bléré, à côté de Tours, quelque chose bascule. Il viole sa première sépulture. Devant le conseil de guerre des années plus tard, on lui demandera « À la suite de quelle horrible sensation avez-vous commis cette profanation ?» Et Bertrand répondra, presque désarmé par la question « Je ne sais pas, j'allais me promener à la campagne avec un camarade du régiment. » Voilà, c'est tout ce qu'il peut en dire. Aucune explication rationnelle, juste une promenade anodine et puis l'acte, le premier acte. Donc ce jour-là, à Bléré, en 1847, François Bertrand viole une sépulture pour la première fois donc. Et ce n'est pas un acte isolé qui va rester sans suite. C'est le début d'une série, une longue série. Parce que dans les mois qui suivent, partout où l'armée française l'affecte, à Tours, à Strasbourg, à Metz, des cimetières sont retrouvés profanés dans des circonstances étrangement similaires. Toujours la même signature macabre, toujours ce même vide que laissent derrière eux les enquêteurs, incapables de mettre un nom sur le responsable. Et puis en 1848, l'armée mute le sergent Bertrand en région parisienne. La capitale ne sait pas encore ce qui vient de s'installer dans ses murs. Paris, été 1848. La ville sort à peine des soubresauts de la Révolution de février qui vient de renverser la monarchie de juillet et d'installer la Deuxième République française. L'époque est déjà nerveuse, agitée, traversée par les rumeurs politiques. Et c'est dans ce climat déjà bien tendu qu'une autre rumeur bien plus terrifiante commence à circuler dans les quartiers du sud de la capitale. Le 3 août 1848, le journal Le Siècle publie un article qui va glacer ses lecteurs. La nuit précédente, sous un orage, quelqu'un s'est introduit dans le cimetière du Sud, celui qu'on appelle aujourd'hui le cimetière du Montparnasse, dans le 14e arrondissement. Une jeune fille, enterrée seulement 2 jours plus tôt, dans la fosse commune, a été exhumée. L'auteur du forfait, visiblement seul, a fait sauter les planches du cercueil à main nue ou avec un outil, a sorti le corps de sa tombe et lui a ouvert l'abdomen. Vous imaginez la scène ? Un orage qui gronde au-dessus de Paris, les éclairs qui déchirent le ciel par intermittence, et au milieu des tombes détrempées, un homme seul, acharné, en train de profaner une sépulture fraîche. Le genre d'image qui, une fois qu'on l'a en tête, ne s'en va plus. Et ce n'est que le début. Dans les mois qui suivent, les gardiens du cimetière du Montparnasse principalement, et parfois aussi ceux du Père-Lachaise et d'autres cimetières parisiens, retrouvent au petit matin des scènes de plus en plus effroyables. Toujours le même mode opératoire, d'une précision presque clinique dans sa répétition. Le corps exhumé, sorti de sa tombe, le ventre ouvert, les intestins arrachés et disposés tout autour du cadavre, comme une espèce de mise en scène. Et sur le corps, des traces de semences. Alors, laissez-moi vous dire un mot sur ce dernier point, parce que c'est évidemment ce qui rend cette affaire si particulière, et à l'époque, si incompréhensible. On n'est pas simplement face à un profanateur de tombes, un voleur de bijoux funéraires ou un pilleur de cercueil, ce qui déjà existait. On est face à quelqu'un qui a une relation sexuelle avec les corps qu'il exhume. Et en 1848, il n'existe même pas de mot pour désigner ça. Aucun terme médical, aucune catégorie juridique. C'est un vide total, aussi bien dans le vocabulaire que dans la loi. Et croyez-moi, on va reparler de ce vide juridique parce qu'il va avoir des conséquences énormes sur la suite de cette histoire. La presse, elle, n'a pas ce problème de vocabulaire. Elle a un instinct commercial très développé et elle comprend immédiatement le potentiel de l'histoire. Le mystérieux profanateur devient très vite, sous sa plume, le vampire du Montparnasse. Le mot est fort, il évoque l'imaginaire gothique, les récits de revenants, tout ce folklore finalement qui circule déjà dans la littérature de l'époque. Et Paris se met à frissonner collectivement.
Les autorités, elles, sont dans l'embarras total. On multiplie les patrouilles autour des cimetières. On met des gardiens supplémentaires sur le pied de guerre. On leur demande d'être vigilants, de guetter le moindre bruit suspect. Et malgré tout ça, malgré les rondes, malgré les surveillances renforcées, le vampire continue, mois après mois, toujours aussi insaisissable. Comme s'il connaissait le cimetière mieux que ceux qui étaient payés pour le surveiller. Comme s'il savait en permanence où se trouvaient les zones d'ombre, les angles morts, les moments où personne ne regardait. Et c'est là que les autorités, à bout de patience, à bout de solutions classiques, vont avoir une idée. Une idée assez radicale. Une idée qui, si elle avait mal tourné, aurait pu tuer n'importe qui. Un promeneur égaré, un gardien distrait, n'importe qui d'autre que celui qu'elle visait. Elles vont poser un piège mortel au cœur même du cimetière. Alors, il faut d'abord comprendre le niveau de désespoir des autorités parisiennes à l'automne 1848. Ça fait des mois que ça dure. Des mois que ce profanateur agit en toute impunité, qu'il déjoue toutes les surveillances, qu'il humilie littéralement la police et les gardiens de cimetière. Et surtout, la presse en parle encore et encore, entretenant une psychose qui commence à peser lourd sur l'image de la capitale. Alors les autorités observent, elles remarquent quelque chose d'intéressant. Près du mur d'enceinte du cimetière du Montparnasse, à un endroit précis, il y a régulièrement des traces de boue, une empreinte de passage récurrente. C'est là, visiblement, que le vampire entre et sort, toujours au même endroit. Et c'est là qu'elles installent leur dispositif, une machine infernale, comme le nomme la presse de l'époque, avec un certain sens du sensationnel. Un fil métallique, quasiment invisible dans le noir, tendu à hauteur de jambe le long du mur. Si quelqu'un accroche ce fil en escaladant ou en se déplaçant à cet endroit précis, un mécanisme se déclenche et une arme automatique fait feu. Imaginez le calcul moral que ça implique. On installe dans un lieu public, certes fermé la nuit, mais un lieu public quand même, une arme à feu prête à se déclencher automatiquement, sans discernement, sur la première silhouette qui viendra frôler ce fil. Pas de sommation, pas de vérification, juste une détente actionnée par le hasard d'un pas dans le noir. On est en plein 19e siècle, une époque où la notion de sécurité publique n'a clairement pas les mêmes standards qu'aujourd'hui. Mais tout de même, ça donne une idée de l'ampleur de la panique que cette affaire a suscité dans les plus hautes sphères parisiennes. Le dispositif est donc installé et on attend. La première tentative rate sa cible. Le 10 mars 1849, le siècle rapporte l'incident. En se déplaçant le long du mur, le vampire accroche effectivement le fil de fer qui actionne la détente. Une grosse explosion retentit dans le silence du cimetière, ce qui va réveiller tout le quartier. Mais l'homme n'est pas touché. Il s'échappe, indemne, laissant derrière lui des gardiens médusés et, une nouvelle fois, bredouille. Est-ce que vous imaginez la frustration ? Le piège a fonctionné mécaniquement. Le fil a bien déclenché l'arme, mais la cible, elle s'en sort sans aucune égratignure. Comme si cet homme avait un don d'esquive, une chance insolente, on peut le dire, quelque chose qui, dans l'esprit du public, déjà nourri de légendes gothiques, ne fait que renforcer son aura quasi surnaturelle. Un vampire, littéralement increvable. Alors, est-ce qu'on va abandonner ? Non, on ne démonte pas le piège, on le laisse en place et on attend encore. Et dans la nuit du 15 au 16 mars 1849, quelque chose va enfin se produire. Donc seulement quelques jours après. Ce que les gendarmes vont découvrir cette nuit-là au Val-de-Grâce, personne, je dis bien absolument personne, n'y était préparé.
Alors reconstituons un petit peu cette nuit, minute par minute, autant que les sources nous le permettent en tout cas. Ce soir du 15 mars 1849, François Bertrand sort du jardin du Luxembourg vers 10h du soir. Officiellement, selon ce qu'il va raconter un petit peu plus tard, il a un rendez-vous anodin, ordinaire, le genre de rendez-vous que n'importe quel jeune homme de 25 ans pourrait avoir un soir de mars à Paris. Mais son chemin le fait passer près du cimetière du Montparnasse. Et c'est là que quelque chose en lui prend le dessus. Il entre dans le cimetière comme il l'a fait tant de fois avant, comme une habitude, presque un rituel. Il se dirige vers cette portion du mur qu'il connaît bien, celle par où il a l'habitude de pénétrer dans l'enceinte du cimetière. Le même mur, le même endroit exact où, quelques jours plus tôt, une explosion avait retenti sans l'atteindre. Mais cette fois, en escaladant la clôture, le mécanisme se déclenche à nouveau. Sauf que, là, la mitraille trouve sa cible et Bertrand est blessé. On ne sait pas exactement où, là les sources divergent, certains évoquent une blessure à la jambe, d'autres restent plus vagues sur la localisation précise. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que la douleur est suffisamment vive, la blessure suffisamment sérieuse pour qu'il ne puisse pas simplement rentrer chez lui et faire comme si de rien n'était. Il doit fuir d'abord, il parvient malgré sa blessure à achever son escalade, à passer par-dessus le mur, du côté de ce qui est aujourd'hui la rue Froidevaux. Une rue qui existe toujours d'ailleurs, si vous voulez un jour aller marcher sur les traces de cette nuit-là, c'est possible. Et là donc, blessé, seul dans l'obscurité parisienne, le sergent Bertrand prend une décision qui va tout faire basculer. Il se rend à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Pensez-y un instant. Cet homme vient d'être touché par un piège tendu spécifiquement pour capturer le vampire du Montparnasse. L'affaire qui obsède tout Paris depuis des mois, et son réflexe, c'est de se rendre dans un hôpital militaire en tant que sergent de l'armée, en espérant sans doute qu'on le soigne sans trop poser de questions. Sauf qu'à l'hôpital, on pose des questions. Forcément, un jeune sergent qui se présente en pleine nuit avec une blessure par arme à feu, ça n'a rien d'anodin. On lui demande ce qu'il s'est passé et Bertrand, il n'a pas d'explication crédible à donner. Il balbutie, il invente peut-être une version, mais ça tient pas. Un officier, sentant qu'il y a quelque chose quand même qui colle pas, décide de le pousser, de l'interroger à fond, sérieusement, sans le lâcher. Et là, face à cette pression, face à cet interrogatoire assez serré, quelque chose craque chez Bertrand. Et il avoue. Il avoue tout. Il avoue être l'auteur des profanations du cimetière Montparnasse. Toutes. Sur des mois et des mois. Vous imaginez la tête de cet officier ? Il s'attendait au mieux à démasquer un voleur de bijoux funéraires pris en flagrant délit ou une bagarre qui a mal tourné, quelque chose de, disons, classique. Et il vient de mettre la main, sans même l'avoir cherché, juste par un interrogatoire de routine pour une blessure suspecte, sur l'homme que toute la police parisienne cherche depuis des mois. L'homme que la presse a surnommé le vampire du Montparnasse vient littéralement de se rendre blessé dans un hôpital militaire alors que personne n'aurait pu imaginer qu'il était lié de près ou même de loin à ces horreurs. Jusqu'à cette seconde précise, il est démasqué. L'armée comprend l'ampleur de la situation et elle va rapidement confier le sergent Bertrand à un médecin militaire, le docteur Charles Marchal de Calvi, chirurgien-major du Val-de-Grâce. Et c'est cet homme, le docteur Marchal de Calvi, qui va recueillir, dans les jours qui suivent, les confidences les plus complètes et les plus troublantes jamais obtenues sur cette affaire. Il va même demander à Bertrand de les rédiger lui-même par écrit. Et ce que ce document va révéler sur la psychologie de cet homme, sur ce qu'il ressentait vraiment pendant ses actes, va dépasser tout ce que Paris aurait pu imaginer. Ce qui frappe d'abord dans son récit, c'est l'absence totale de rationalisation. Bertrand ne cherche pas, ou en tout cas, il ne parvient pas à expliquer
d'où lui vient cette pulsion. On l'a vu d'ailleurs, interrogé sur son premier passage à l'acte à Bléré, il ne sait dire qu'une chose, qu'il se promenait avec un camarade de régiment et puis ça s'est produit. Comme si l'acte avait surgi de nulle part sans déclencheur identifiable. Mais il y a un aveu en particulier qui va nourrir toute la réflexion médicale sur son cas dans les décennies qui suivent. Un aveu glaçant dans sa froideur analytique. Bertrand explique, et je vous cite le sens de ses propos rapportés, qu'il éprouvait autant, sinon plus, de plaisir à mutiler le cadavre après l'avoir violé qu'à l'acte sexuel lui-même. Il va jusqu'à dire que sa monomanie destructive, c'est le terme médical de l'époque pour désigner une pulsion irrépressible de destruction, et bien qu'elle a toujours été plus forte en lui que sa monomanie érotique, c'est-à-dire sa pulsion sexuelle. Alors prenez-la un instant pour mesurer ce que ça signifie. L'acte sexuel n'était pas le but final de ces profanations, c'était presque un prétexte, une étape avant le vrai moment qui comptait pour lui, ouvrir le corps, en extraire ses entrailles, les disposer autour de la fosse. La destruction du corps lui procurait davantage de satisfaction que l'acte lui-même. Et c'est cette information précise, cet aveu-là, qui va devenir central dans tous les débats médicaux qui vont suivre cette affaire. Et Bertrand raconte aussi autre chose. Il confie que dès l'adolescence, il ressentait déjà l'envie de tuer des femmes et de se masturber sur leurs cadavres. Pas seulement sur des cadavres déjà morts et enterrés. L'envie, le fantasme remonte à bien avant ses premiers actes réels, jusqu'à l'adolescence. Ce qui recoupe évidemment ce qu'on sait de son enfance solitaire en Haute-Marne et de son intérêt précoce pour les cadavres d'animaux dans les bois. Et puis il y a ce détail presque comique, dans un sens très noir, sur les tentatives précédentes de le capturer. Avant que le piège ne fonctionne, enfin, Bertrand avait déjà essuyé plusieurs tirs sans être touché. Et il décrit lui-même, dans un texte qu'on lui attribue, l'un de ses premiers incidents. Le premier est tiré à 3 ou 4 pas de distance, a fait balle et a troué le derrière de ma capote, à hauteur de la ceinture. Alors, petite précision, la capote, c'est le manteau militaire qu'il portait, ça s'appelait comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte ? Une balle qui traverse le pan arrière de son large manteau, à quelques centimètres de son corps, et l'homme continue. Il retourne au cimetière. Encore et encore. Ça en dit long sur la nature de la pulsion qui l'anime. Quelque chose qui dépasse toute forme de calcul rationnel, toute peur normale de la mort ou de la blessure. Un homme rescapé d'une explosion de mitraille, qui retourne quelques jours plus tard seulement, exactement au même endroit, pour reprendre exactement les mêmes actes. Le docteur Marchal de Calvi, en recueillant tout ça, en prend la pleine mesure. Et il va s'en servir avec courage pour tenter quelque chose d'inédit devant la justice militaire. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord comprendre un problème de taille, un problème presque absurde qui va compliquer toute la procédure judiciaire à venir. Comment juger un homme pour un crime qui n'existe pas dans le code pénal ? Voici là le paradoxe qui va structurer tout le procès de François Bertrand et qui, encore aujourd'hui, reste l'un des aspects les plus fascinants de cette affaire pour les historiens du droit. La nécrophilie, en 1849, n'est absolument pas un crime reconnu par la loi française. Alors attention, c'est pas qu'elle soit tolérée, c'est plus simple encore que ça. Elle n'existe simplement pas en tant que catégorie dans les textes juridiques de l'époque. Personne n'avait anticipé qu'il fallait légiférer sur ce sujet précis. Alors, sur quelle base juger Bertrand du coup ? Et bien la justice de l'époque, elle va se rabattre sur ce qu'elle a sous la main. L'article 360 du Code pénal qui réprime la violation de sépulture. C'est-à-dire que François Bertrand, l'homme qui a violé et mutilé des dizaines de corps pendant près de 2 ans, va être jugé pour avoir dérangé des tombes, comme un simple pilleur de cimetière. La dimension sexuelle et la destruction de ces actes, elle, échappe entièrement au code pénal. Alors, comme il est militaire, c'est un conseil de guerre qui va le juger. Le tribunal militaire compétent pour les soldats
de l'armée française. Le procès a lieu à l'été 1849, quelques mois après sa capture, l'affaire étant instruite assez rapidement. Imaginez un petit peu la scène. Des officiers en uniforme, assis en rang, dans le rôle de juge. Devant eux, un jeune sergent de 25 ans, celui-là même que toute la presse parisienne a dépeint comme un monstre, un vampire, une créature de légende et qui se révèle finalement être un homme au physique assez doux, à l'allure presque banale. Le président du conseil l'interroge directement, sans détour. Reconnaissez-vous vous être rendu coupable des faits horribles qui sont articulés contre vous? Et Bertrand répond simplement: oui, c'est vrai, mon colonel. Les minutes du procès notent, à cet instant précis, émotion dans l'auditoire. Vous imaginez la scène, cette confession prononcée d'une voix posée, presque neutre, par un homme qu'on aurait pu croiser dans la rue sans jamais le suspecter de rien. L'aveu brutal, sans fioriture, qui confirme d'un coup tout ce que la rumeur avait raconté pendant des mois. C'est alors que le docteur Marchal de Calvi prend la parole. Et ce qu'il va dire est absolument capital pour comprendre la suite de cette histoire. Pas seulement pour Bertrand, mais pour toute l'histoire de la psychiatrie française. Le médecin militaire plaide avec une conviction qui transparaît dans chaque mot que Bertrand n'était absolument pas maître de ses actes. Il déclare devant le tribunal: « Je dois déclarer devant Dieu et devant les hommes que Bertrand a agi en dehors de toute liberté, qu'il n'avait pas son libre arbitre, qu'il n'avait pas sa raison libre. » Pour lui, c'est clair, Bertrand souffre d'une aliénation mentale partielle, une pathologie que les médecins de l'époque appellent monomanie. Une idée fixe, une pulsion isolée et irrépressible qui coexiste avec une raison par ailleurs parfaitement intacte sur tout le reste. C'est en quelque sorte l'idée qu'on peut être fou sur un point précis et parfaitement lucide sur tout le reste de sa vie, ce qui expliquerait d'ailleurs comment Bertrand a pu être un sergent modèle, apprécié, jamais suspecté de rien, tout en commettant des actes horribles en parallèle. C'est un plaidoyer courageux, en avance sur son temps. Marchal de Calvi ne cherche pas à minimiser l'horreur des actes de Bertrand, il cherche à faire reconnaître que cet homme est malade et non pas simplement mauvais, que sa place devrait être dans un hôpital, pas devant un peloton ou en prison. Mais le conseil de guerre n'écoute pas. Malgré le plaidoyer de Marchal de Calvi, malgré la force de son argumentation, le conseil de guerre rend son verdict. François Bertrand est condamné à 1 an de prison pour violation de sépulture. 1 an. Pour des dizaines de profanations documentées, s'étalant sur près de 2 ans à Tours, Strasbourg, Metz et Paris. 1 an de prison parce que la loi ne permettait tout simplement pas de le juger pour ce qu'il avait réellement fait. Est-ce que vous imaginez la réaction de la communauté médicale? Parce que là, on ne parle pas d'un simple désaccord de spécialistes dans une revue savante. On parle d'une véritable onde de choc dans le petit monde des aliénistes français, ces médecins qui commencent tout juste à cette époque à structurer ce qui deviendra la psychiatrie moderne. Plusieurs d'entre eux publient des articles pour dénoncer ce qu'ils considéraient comme une faute médicale et judiciaire majeure. Et c'est dans ce contexte-là d'effervescence scientifique que quelque chose d'assez extraordinaire se produit. À peine quelques mois après le procès. À l'hiver 1850, un psychiatre belge, Joseph Guillain de Gand, donne une série de conférences qui seront ensuite publiées sous le titre « Leçons orales sur les frénopathies ». Et dans l'une de ces leçons, en évoquant précisément le cas du sergent Bertrand, il propose un mot tout neuf, qui n'a jamais existé avant lui. C'est dans la catégorie des aliénés destructeurs qu'il faut situer certains malades à qui je voudrais donner le nom de nécrophiles. Le mot nécrophile vient de naître et il naît directement de ce procès raté, de cette frustration médicale devant un conseil de guerre qui a préféré s'en tenir à un texte de loi sur la violation de sépulture plutôt que de reconnaître une pathologie.
Le terme sera repris et adopté par l'ensemble de la communauté des aliénistes. Le petit village de Voisey, en Haute-Marne, sans le savoir, venait de donner à la médecine mondiale un vocabulaire qui allait traverser les époques. Mais revenons un petit peu en arrière, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, en cet été 1849, François Bertrand, condamné, entre en prison. Et ce que peu de gens savent, c'est que cette histoire, elle est loin de s'arrêter avec le verdict. Elle continue, et pendant près de 30 ans encore. C'est là que l'affaire Bertrand devient presque plus troublante que ces crimes eux-mêmes, parce qu'elle nous force à nous poser une question inconfortable. Qu'est devenu cet homme une fois sa peine purgée ? Un an, ça passe vite. Selon les recherches les plus solides sur le sujet, notamment celle de l'écrivain Michel d'Ancel, qui a consacré un livre entier à reconstituer le parcours de Bertrand après son procès, un ouvrage au titre qui, avouons-le, ne laissait pas indifférent. Le sergent Bertrand, portrait d'un nécrophile heureux. Voici ce qu'on sait. À sa sortie de prison en 1850, donc, Bertrand ne quitte pas l'armée. Il intègre le 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique, une unité chargée de construire des routes en Algérie, l'Algérie étant alors une colonie française en pleine expansion, où l'armée employait beaucoup de soldats à des travaux d'infrastructure. Bertrand y sert un temps avant de finalement quitter l'armée et de rentrer dans la vie civile. Et là, l'histoire prend un tournant presque déconcertant dans sa normalité. En 1856, François Bertrand se marie au Havre. Il enchaîne ensuite plusieurs emplois modestes, commis, facteur et même, détail qui a de quoi surprendre, gardien de phare. Un homme qui, quelques années plus tôt, terrorisait tout Paris sous le nom du vampire du Montparnasse, passe le reste de sa vie à distribuer le courrier et à veiller sur un phare. Alors, est-ce que ces pulsions ont totalement disparu après sa peine ? Rien ne permet de l'affirmer avec certitude. D'ailleurs, 2 violations de sépulture surviennent dans la région en 1864 et en 1867, et certains ont soupçonné qu'elle pourrait être son œuvre. Mais aucune preuve, aucune arrestation, aucune confirmation ne vient étayer ce soupçon. Ça reste donc une zone d'ombre, une simple hypothèse, mais suffisamment troublante quand même pour qu'on ne puisse pas simplement fermer le dossier en se disant que l'homme s'était totalement rangé. François Bertrand meurt le 25 février 1878 au Havre. Une mort à peu près anonyme, celle d'un ancien facteur, d'un ancien garde de phare, d'un mari, loin, très loin de l'image du monstre nocturne qui hantait les cimetières parisiens 30 ans plus tôt. Mais la fascination qui l'entoure, elle ne s'arrête pas à sa mort. Elle continue, bien après lui. En 1884, 6 ans après la mort de Bertrand, le journal L'Omnibus évoque encore son cas, et de manière assez savoureuse. L'article hésite lui-même sur le destin du vampire. Soit il est mort dans l'est de la France, des suites d'une longue maladie, soit, c'est la version que le journaliste semble secrètement espérer, il serait devenu un riche fermier aux États-Unis. Même la presse de l'époque, 35 ans après les faits, ne sait plus vraiment quoi penser de cet homme. Est-ce un monstre qui a fini rongé par ses démons, ou un homme ordinaire qui a contre toute attente refait sa vie et prospéré loin de la France ? La légende a totalement pris le pas sur la réalité biographique qu'on ne connaît, elle, que grâce aux travaux plus récents de chercheurs comme Michel d'Ancel. Et cette légende va continuer à voyager bien au-delà du 19e siècle. Guy de Maupassant, l'un des plus grands écrivains français de la fin du siècle, mentionne le sergent Bertrand dans sa nouvelle La Chevelure. Preuve que le cas était encore suffisamment connu plusieurs décennies après les faits pour être évoqué dans la littérature comme une référence que les lecteurs comprendraient immédiatement. Et c'est peut-être ça, au fond, le plus troublant dans cette histoire. Ce n'est pas simplement qu'un homme ait commis ces actes, c'est que cet homme-là, précisément, continue de fasciner, d'interroger,
de ressurgir dans de l'art, dans de la littérature, dans la médecine, plus de 150 ans après ses crimes. Le mot qu'il a involontairement fait naître, nécrophile, est aujourd'hui dans tous les dictionnaires du monde, sans que la plupart des gens qui l'emploient sachent qu'il vient d'un jeune sergent français au visage doux, dont personne, absolument personne dans son entourage n'aurait pu deviner ce qu'il faisait la nuit dans les cimetières de Paris. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette histoire au fond ? On retient d'abord les victimes, qu'on oublie trop souvent dans ce genre de récit. Ces femmes, anonymes pour la plupart, dont les corps ont été arrachés à leur repos, mutilés, exposés par un homme qu'elles n'ont jamais connu de leur vivant. Leurs familles, qui ont dû, en plus du deuil, affronter l'horreur d'apprendre que la dépouille de leur fille, de leur sœur, de leur épouse avait été profanée de cette manière. D'ailleurs, on ne connaît quasiment aucun de leurs noms. C'est aussi ça la violence de cette affaire. Même l'histoire a fini par retenir le nom du bourreau et pas celui des victimes. On retient aussi ce paradoxe juridique, presque absurde. Un homme jugé pour avoir dérangé des tombes, alors que ses actes réels échappent totalement au cadre de la loi de son temps, au point qu'il a fallu qu'un médecin belge invente un mot 1 an après le procès pour que la médecine puisse enfin nommer ce qu'elle observait. Et on retient peut-être surtout cette question que le docteur Marshall de Calvi a posée sans jamais obtenir de réponse satisfaisante à son époque. Où est la frontière entre le crime et la maladie ? François Bertrand méritait-il vraiment sa place devant un conseil de guerre, jugé comme un simple pilleur de tombes ? Ou sa place était-elle ailleurs, dans un hôpital, sous la surveillance de médecins, plutôt qu'entre les mains d'officiers qui n'avaient ni la formation, ni sans doute l'envie de comprendre la complexité de son cas ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'était plutôt un homme malade qu'on aurait dû soigner ou un criminel qui a eu une chance insolente de s'en sortir avec 1 an de prison seulement pour des dizaines de profanations ? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment envie de connaître votre avis sur cette affaire particulièrement dérangeante. Si cette histoire vous a captivé ou glacé, ce qui sur cette chaîne revient souvent au même, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à continuer d'exister. Prenez soin de vous.